Hello guys! Je viens de regarder, il y a 1 heure maintenant, Odyssée. C'est un game changer dans ma vie et je vais vous expliquer pourquoi. Premièrement, je suis fan de mythologie grecque, donc j'ai kiffé quand ils ont dit qu'ils vont faire un truc sur Odyssée. Quand j'ai vu le casting aussi, quand j'ai vu Zendaya, j'ai vu Lupita Nyong'o et j'ai vu Anna, j'ai oublié son nom de famille, Tom Holland. J'ai fait mais vous voulez nous tuer? J'ai vu aussi les red carpet de Zendaya pour ça et elle et son styliste, il dead ça, vraiment il dead ça. Mais en tout cas, j'avais très hâte d'aller le voir et donc je suis allée le voir et je ne suis pas du tout déçue. Aujourd'hui, on va parler philosophie, on va parler religion, on va parler société, on va parler... ce film m'a donné envie de parler de plein de sujets qui trottent actuellement dans ma tête parce que je trouve qu'ils regroupent bien, ou c'est moi qui vois les messages partout parce que je suis en pleine croissance et j'ai 22 ans, je me construis, je suis perdue. Mais vous savez que je ne suis pas les seuls, vous pouvez vous retrouver dans mon discours, peu importe votre âge. Donc restez bien concentrés parce qu'aujourd'hui on va chatter en fait. À partir de 1h30, je pense que la scène qui me donne envie de parler de ce film arrive. Et avant ça, très beau film, très beau décor, les acteurs jouent très bien. Il y a Hélène, donc Hélène qui est jouée par Lupita. Je vous rappelle dans l'histoire de Troie, Hélène est la femme de Ménélas et elle a été enlevée par le prince de Troie, ou pour certains elle est partie, Ménélas, ouais, en fonction des histoires. Et après il va aller récupérer sa femme et c'est la guerre qui dure 10 ans. La folie, et elle est revenue et du coup à un moment le fils à Ulysse ou Odyssée, c'est la même personne, ça veut dire la même chose, rencontre Hélène et Hélène dit qu'en effet ils ont fait cette guerre en son nom, blablabla, et je sais plus qui le dit, il explique qu'en fait non, Ménélas, son frère, donc c'est pas lui qui a fait la guerre, c'est son frère, voulait rompre un peu le commerce avec la Troie là, donc un peu Hélène c'était un peu le prétexte, tu vois, Hélène c'était un peu le prétexte et je sais pas si c'est lui ou un autre personnage qui le dit, mais ça m'a pointé l'hypocrisie des gens pour faire les guerres parce qu'il y a toujours des bons prétextes, mais alors là des prétextes, on voit tu en voilà, c'est pour défendre mon peuple, il m'a attaqué le premier, c'est contre les terrorismes, c'est contre ci, c'est contre ça. Alors je ne dis pas que toutes ces causes sont fausses, mais je dis qu'elles sont instrumentalisé pour la plupart. C'est-à-dire, je peux comprendre que tu ripostes parce qu'on t'a attaqué. Je peux comprendre que tu es en danger, donc tu te défends. Mais de là, et je parle évidemment de ce qui se passe en Palestine, oui, 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 je me mouille. Mais je pense que les gouvernements en font des masses parce qu'ils ont d'autres intérêts. Genre, je parle pas que d'Israël, là, je parle un peu de tous les pays, hein, les États-Unis dans la sauce, la France dans la sauce, la Belgique dans la sauce. Il y a pas mal de pays et de politiques actuelles ou passées qui ont utilisé des arguments rocambolesques avec le temps, tu t'en rends compte, pour aller massacrer massivement pas mal de personnes. Et derrière, tu vois que c'était pour d'autres intérêts, mais qu'il fallait trouver un prétexte sur le coup. Pour revenir à la guerre de Troie, il y avait donc Hélène, le dindon de la farce, Hélène, et en son nom, pour l'honneur et tout, alors que là, un des personnages expliquait que c'était carrément pour le commerce, genre un peu... Oui, il fallait récupérer Hélène, entre autres, mais voilà. Donc, on arrive là, Odyssée, qui fait le cheval de Troie, comme vous connaissez, et tout ça, et tout ça. Donc, moi, le deuxième point, à part l'hypocrisie de la guerre dont j'aimerais parler, c'est en fait à quel point on est vraiment les mêmes. Je m'explique. On est dans un temps où on se remet en question, on se dit mais notre société ça va pas, ça n'a jamais allé, la pollution, on va tous mourir, on est vraiment, la Gen Z, on est vraiment à un stade où, je suis d'accord, vraiment je suis d'accord, ça fait longtemps que la Terre tourne, les ressources sont épuisées, enfin tu te demandes même comment l'air continue à être respirable, comment les ressources commencent à continuer à être mangeables, quand tu te dis que bon ton poisson il est aussi pollué, en fait tu te dis comment on continue à vivre, mais l'espèce humaine vraiment... Une folie de miracle de je sais pas. Mais c'est vrai qu'on peut se dire que c'est un peu la fin des temps, notre génération. On est tous fous, on est tous agités, il y a des crimes partout, il y a des guerres partout. Enfin, c'est vraiment la merde. Mais quand tu regardes un peu dans le passé, j'ai l'impression que ça a toujours été la merde parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets et les êtres humains, on n'a pas beaucoup changé. Donc quand je vois les morts, la guerre, le sang, les intérêts, la vengeance, la cupidité et tous ces trucs qui nous poussent à nous entretuer,
ça rime. Je me dis, waouh, waouh. Then, en fait, ça me donne de l'espoir. Moi, je vous dis, je suis ce genre de personne, je vois le verre à moitié plein, des fois. Et là, je me dis, ah, bah en fait, si on était comme ça, et que, vous voyez, ça fait un peu entre nous et l'âge grec, ça fait un peu un bon temps. Donc, si on a réussi à survivre, peut-être que, peut-être que ça va le faire, en fait. Donc, ça me rassure, mais ça n'enlève rien que comparé à eux et nous, le temps qu'il y a eu entre temps, il y a eu l'industrialisation, il y a eu la pollution. Donc en fait, c'est la merde sans trop l'être, mais c'est la merde quand même, les gars. Mais bon, moi, ça m'a rassuré un peu dessus et ça m'a permis de philosopher sur l'être humain. Donc on passe sur le troisième point, la fragilité de l'être humain. Donc moi, j'irai pas jusqu'à dire que l'être humain, c'est un animal juste pour dire que ouais, on est des chiens, nan, nan, nan. Je veux pas nous insulter. Mais c'est intéressant parce qu'à un moment, il y a eu une scène avec le cyclope. Donc le cyclope, il graillait les moutons. Là, il y avait des soldats. Donc il a graillé les soldats. Je sais même pas s'il graillait les moutons parce qu'on n'a pas vu grailler les moutons et je me rappelle pas ce que dit la mythologie de s'il graillait les moutons. Mais je me dis que s'il n'y avait pas les soldats d'Ulysse, il aurait mangé les moutons puisque ça m'a l'air d'être un mangeur de viande. Et en fait, il graille les soldats, d'accord? C'est dégueulasse. À un moment, il y a un petit bout qui sort de sa bouche. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Mais en fait, tu te prends un peu de recul et tu te dis, mais on fait pas la même chose avec les vaches, les bœufs, les porcs. Bon, pas moi, je suis musulmane. Les veaux, les poulets, tout ce que tu veux. On fait la même chose. Bon, nous, on ne le mange pas cru. Quand même. Quand même. Bon, il y en a qui mangent saignant. Mais il y en a qui mangent même à bleu. Mais ça, c'est un autre débat. Mais quand même, on fait pas croc-croc. T'as vu, on fait pas croc dans la viande. Genre, on enlève les poils et tout. Après, faut dire, l'être humain, on n'a pas beaucoup de poils. Ben, anyway, je me rentre pas dans un débat cannibaliste là. Please. Mais, euh, mais voilà, en fait, si on remet un peu les choses dans une autre grandeur, s'il y avait d'autres géants, s'il y avait d'autres mammifères qui pouvaient nous grailler, on serait graille. Donc je pense que c'est très intéressant aussi de... On est dans une société où on est très centralisé, c'est pour nous, que pour nous, on fait que pour nous, on détruit la planète, on enlève les trucs, voilà. Moi, je suis pas écolo propre, genre je pollue, j'essaie de limiter, mais je peux pas donner de leçons dessus. Donc quand je dis on, c'est vraiment on. Et c'est sans jugement, enfin c'est jugement mais sans mépriser because I'm in. Et s'il n'y avait pas tout ça, s'il y avait des plus grands que nous, bah, ils auraient bafoué comme on bafoue les gens, tu vois. On se gêne pas à faire du gavage d'animal pour mieux les grailler. Je vois pas pourquoi s'il y avait une espèce qui avait plus de force ou qui était plus nombreuse que nous et qui avait besoin de nous pour vivre, enfin dans le sens où on était un apport de protéines pour eux accessible rapidement, je pense qu'ils nous auraient graillé aussi. Donc ça nous permet de recentrer, d'avoir un peu de compassion aussi envers les animaux et de nous ramener un peu les pieds sur terre parce qu'on est dans une société où on oublie beaucoup la mort, on oublie beaucoup notre fragilité. Et, je vais pas dire qu'on est en sécurité parce qu'il y a d'autres moyens de nous manipuler sans rentrer dans les trucs du complot. Mais on oublie, on est quand même dans un confort, dans un cocon où on n'a pas de tigre en face qui veut nous bouffer, on n'est pas la proie en fait. Alors je rentre pas dans les trucs de la femme, c'est voilà, parce que pour certains, et en tant que femme, des fois je me sens carrément comme une proie. Mais pour des détraqués sexuels, oui, j'en parle, oui. En fait, on sacralise notre vie, mais dans un autre monde, on pourrait mourir plus facilement, plus vite. Ce qui m'amène à l'autre point, qui est la mort. Alors, après avoir vu, je sais pas combien de temps il dure ce film, mais je pense facilement 2h30, après avoir vu des gens mourir, mais tac tac, genre tu les vois dans une scène, l'autre ils sont meurent, tac 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 tac. Ça enlève encore cette image qui est très cachée. La mort dans notre société, elle est très cachée. On en parle très peu du fait qu'on va mourir, on en parle très très peu. C'est quelque chose que au quotidien on ne voit pas souvent, la mort, et on n'en parle pas, il n'y a pas de publicité dessus, il n'y a pas de, tu vois, on évite, c'est un sujet glauque, c'est un sujet qui casse l'ambiance, les gens ne parlent pas de la mort et on ne communique pas, on ne nous balance pas en publicité ça, ça ne se fait pas, c'est limite tabou la mort. Mais de voir la fragilité de l'être humain comme ça m'a, je sais pas, ça m'a rentré dans un paradoxe de oui, notre vie est sacrée, mais en même temps, elle est fragile. Donc, je sais pas, encore une fois, ça m'a remis les pieds sur terre, ça m'a donné envie de me dire, en vrai, quitte à vivre sa vie, vaut mieux la vivre bien, parce que, genre,
on va mourir. On va mourir de vieillesse ou par la stupidité de quelqu'un d'autre ou par la violence de quelqu'un dont on n'est pas responsable. Et ça m'amène au point de l'enfer et du paradis. Parce que ça m'a fait énormément réfléchir et c'est ça qui est très perturbant dans la vie, c'est que ton confrère humain peut être celui qui va te tuer comme celui qui va te rendre heureux. Alors, je ne veux pas vous rendre psychotique comme moi parce que moi je pense que j'ai vraiment une peur, une insécurité et voilà, qui fait que je me dis ouais c'est vrai que les gens ils peuvent se décider de s'entretuer. Après de manière logique, on n'a aucun intérêt à s'entretuer. Genre on se mange pas les uns les autres, on a besoin de les uns les autres pour construire des trucs, c'est plus facile en groupe de faire les choses. Donc normalement en tant que communauté on se tue pas. Mais guess what? On crée des micro-communautés et après on s'entretue. Ulysse et sa troupe va en enfer, super intéressant, super bien filmé. Moi je suis fan de la mythologie grecque, donc quand ils vont chez Hadès, quand ils vont aux enfers, en fait la manière dont les morts sont représentés dans la mythologie grecque, pépite. Mais quand ils sont là-bas, on voit qu'en fait l'enfer, pour moi, ça prend de plus en plus de sens parce que pour moi l'enfer c'est une souffrance continue, ou qui s'arrête et qui continue, genre qui n'a pas de fin. Alors que comparé à la mort et à ma vision de voir les choses, si on te tue, on t'a tué. Après, en fonction des religions, en fonction des croyances, dans l'au-delà, tu trouves la paix ou pas. Et là, c'est le paradis. Le paradis, c'est la paix. Et c'est là où je me suis rendu compte que le paradis, c'est pas les richesses, c'est pas l'abondance, c'est juste la paix. C'est juste un endroit où tu sais que on va pas te faire du mal, tu vas pas souffrir. Là, c'est le repos éternel, tu te sens vraiment en sécurité. Et c'est là où je fais le point avec tout ce que j'étais en train de dire. Quand on vit sur Terre, on vit un enfer à mi-moitié, genre on vit un enfer et un paradis. Parce que tu peux faire confiance à ton collègue, il peut te rendre très heureuse, tes amis, tout ça, mais ces mêmes personnes, juste différentes, parce qu'un être humain est un être humain pour moi, donc tu peux avoir tes amis, ton cercle, super sympa et tout, et un autre qui ressemble à ton cercle, qui lui aussi a sa fame, à sa famille, peut te tuer. Donc c'est vraiment, t'es comme en enfer où t'as une perpétuelle souffrance, une perpétuelle peur, et t'es comme au paradis où en même temps tu t'es à l'aise, tu te sens en sécurité, tu te sens épanoui. Donc pour moi ça m'a vraiment permis de redéfinir qu'est-ce que l'enfer et qu'est-ce que le paradis, et ça m'a permis aussi de faire une petite réflexion sur la souffrance, où la souffrance elle se détermine normalement par une fin de quelque chose, en mode je souffre parce que j'ai mes règles, mais ça va bientôt finir. Je souffre parce que j'ai un accouchement, mais ça va bientôt finir. Soit ça finit par la mort, et même la mort délivre donc des souffrances, soit ça finit par ça passe. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un qui souffre tout le temps, genre tout le temps. Des fois, la souffrance est tellement intense, certes qu'on s'évanouit, mais après on la sent plus parce que le cerveau il a déconnecté, t'as eu. Mais ce qui est paradoxal, c'est qu'en partant de là, on peut réfléchir au fait que les personnes qu'on met dans des situations oppressantes, qu'on met dans des situations de torture, qu'on met dans des situations de contrôle, c'est des personnes à qui on va leur faire croire que c'est l'enfer et donc qu'ils ne peuvent plus en sortir. Je prends l'exemple de quelqu'un qu'on va prendre en captivité et qu'on va harceler et qu'on va lui briser tous ses espoirs en fait, lui dire que voilà, il n'y a pas de fin à la souffrance. Et cet enfer, certes, dans les religions, ça se matérialise après la vie, mais cet enfer se retrouve aussi sur Terre. Quelqu'un qu'on met en prison, qu'on lui dit à perpétuer, tu restes ici, ta souffrance, elle va pas se finir, c'est un enfer. Donc, c'est à ça que ça m'a fait penser. L'expression c'est l'enfer, pour moi, je comprenais pas. Là, je comprends. C'est marqué un beau moment avec Circé. Donc, Circé, la sorcière et tout. À un moment, il passe par là. Elle transforme les compagnons de Ulysse en cochon. Et j'aime bien comment ça a été. Vraiment, visuellement, c'est intéressant parce que c'est vraiment la. Moi, j'ai lu un livre de Circé, de la même autrice qui a fait Achille. Et j'avais cette image de Circé qui est très, voilà, manuelle. Et là aussi, même dans des sortilèges, elle reste très manuelle. C'est pas la fée bidi bidi babidi boum. Et je trouve que, encore une fois, l'actrice est bien choisie, le cast est bien choisi. Et à un moment, elle dit ça à Ulysse. Elle dit tu envoies, même si Ulysse l'a pas fait, hein, mais elle savait pas, tu envoies tes hommes chez moi. Parce qu'ils ont faim, quand ils seront rassasiés, qu'est-ce qu'ils vont me faire? Moi, je suis seule, c'est pour ça que j'ai transformé en cochon, même s'ils m'ont rien fait. Je sais pas si Circé a vécu une mauvaise aventure, mais je pense qu'elle a vécu une mauvaise aventure quand j'avais lu le livre dans les mythes, et qui fait que maintenant elle était super vigilante. Et je la comprends, tu vois. Là, certes, ils lui ont rien fait, mais
Honnêtement, tu connais pas les gars, ils débarquent chez toi, ils sont armés, ils te disent qu'ils ont faim. Déjà, si tu donnes pas, qu'est-ce qu'ils vont faire si tu donnes pas? Et une fois que tu as donné, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ou jusqu'à ils vont s'arrêter. Tu vois, donc tu prends pas le risque. Il y a un proverbe au Sénégal qui dit ça mord pas, donne pas ta main. Donc je comprends très bien qu'elle les a transformés en cochons. Et puis, Hambouk, genre la paix. Voilà, donc c'était un peu le message not all men but men. Et toujours dans cet élan féministe, un moment, donc la reine, la femme d'Ulysse, qui est laissée Pomax pendant 20 ans seule et qu'on lui dit le siège est vide, le trône est vide, le trône est vide. À un moment, elle dit à son fils, le trône il n'est pas vide, ça fait 20 ans que je fais des décisions, on veut juste pas me nommer reine et on veut que je me case à tout prix, juste parce que j'ai pas des poils sur le menton. Mais louder, mais louder. Si le fait que les sorcières c'était pas des femmes noires et que les sorcières c'était, enfin que les femmes noires c'était Hélène par exemple ou Zendaya qui jouait Athéna, j'ai kiffé. Franchement j'ai kiffé et je trouve ça tout à fait logique. Et si vous êtes fâchés, je m'en fous. Genre si vous voulez voir que des blondes, allez vous faire voir. Non aux yeux bleus, allez vous faire voir. L'autre thématique que j'ai bien aimée, c'est la responsabilité sur Ulysse. Donc Ulysse ou Odyssée, il voulait sauver tous ses compatriotes, il voulait, enfin tous ses soldats qui restaient parce qu'il en a perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vraiment, je me suis dit, mais ils étaient combien? Tous les jours, il y en a un qui meurt et tous les jours, il en reste. Genre, vraiment, ils étaient combien les mecs, tu vois? Et ils ont vécu énormément de trucs violents, enfin vraiment, il y a plein de scènes où tu t'arrêtes, tu te dis, la guerre, quoi. La violence, quoi. Tuer quelqu'un, quoi. Donc je pense que c'est très intéressant pour tous les gens qui aiment bien piailler dans nos oreilles. On se fait la guerre depuis longtemps, c'est normal, c'est notre deuxième nature. On vous critique, on vous souffle, vous n'êtes pas logique. Franchement, moi je pense que c'est eux qui suivent leurs émotions, c'est eux qui suivent leur impulsion. Franchement, t'as tellement peur qu'on te tue, que tu fais des massacres et après tu vas aller dire à une femme, tu suis tes émotions. Alors que le plus logique, c'est d'avoir une communauté bien organisée. Et oui, certes, on a des défauts, oui, certes, on est cupide et tout, mais on peut essayer de le régler autre par la guerre. La guerre, c'est le moins logique, c'est entre guillemets le sacrifice pour avoir plus. Bon. C'est mon avis sur la guerre, les gars. Et je mets une différence entre la guerre et s'autodéfendre. Et je mets une différence entre commencer par s'autodéfendre et après se dire, mais en même temps, si je peux gratter un peu, voilà. Donc Odyssée, il voulait sauver un peu tout le monde. Et à un moment, il parle avec Athéna, qui est jouée par Zendaya. Et elle lui dit, mais tu peux pas les sauver, genre, arrête ça. Et il dit, non mais si. Il dit, mais les dieux, ils veulent pas. Genre, les dieux, ils ont dit ça comme le destin. Et lui, il est en mode, ouais, mais non, mais je vais défier les dieux. Et elle dit, oui, mais tu veux les sauver des dieux, tu veux les sauver des trucs, mais est-ce que tu peux les sauver d'eux-mêmes? Et c'est intéressant parce que c'est là où tu vois que, bon, il y a toute cette notion de destin, on y croit ou on n'y croit pas. Est-ce que quelqu'un est voué à mourir à ce moment-là, point, peu importe ce que tu fais? Est-ce que quelqu'un est voué à survivre, peu importe ce que tu fais? Est-ce que tu es maître de ton destin? Est-ce que tu l'es pas? Bon, on le saura jamais pas puisque les hommes d'Ulysse ne l'ont pas forcément écouté. Mais en même temps, c'était vicieux. Il y a une scène où c'était vicieux parce que ils ont essayé de l'écouter et donc de ne pas tuer la vache d'Apollon. Mais en même temps, ça faisait des années. Donc, c'était vicieux. Donc, c'est là où tu te dis, mais le destin, il est vicieux. Il veut absolument que tout ce qui se passe, ça se passe. Ou est-ce qu'on peut le contrer? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais j'ai trouvé cette situation assez difficile et je les ai compris quand ils ont fini par manger la vache. Mais en même temps, je me dis peut-être que tout le monde pouvait être végétarien à ce moment-là. Bon, bah, je sais pas, ça m'a mis un peu dans la confusion parce que les destins, je vous mens pas, c'est des trucs assez confus pour moi. Je suis partisane de il faut le défier, mais je suis partisane de il faut l'accepter. Donc, I don't know. Il me reste 2 minutes, mais qu'est-ce que je vais dire en 2 minutes? Oh, je peux pas dire des choses en 2 minutes! Bon, en tout cas, l'autre phase, petite aparté, ça m'a beaucoup fait penser à la religion musulmane, parce que je la connais. Donc, que ça soit la vache avec... Enfin, c'était pas une vache, c'était un bétail. Je sais même pas si c'est une vache. Mais en mode, on avait interdit je sais pas ce que c'est l'histoire avec... en tout cas, la sourate Al-Baqarah, où on interdit de manger la vache. Et finalement, ils ont mangé la vache et c'était le peuple de Moïse. Et finalement, il y a eu une malédiction. Ou encore, quand ils vont en enfer, il faut faire un sacrifice si tu as un mouton. Donc, en effet, moi, je suis... musulmane pratiquante, donc peut-être je vois des signaux partout, mais c'était cool de voir des liens entre les religions. Moi, je vois pas du tout un problème dans ça. Pour finir, Odyssée, j'ai adoré, parce que pendant tout le long, on parle de la loi de Zeus, la loi de Zeus, la loi de Zeus. La loi de Zeus, c'est l'hospitalité. Et dans tout le long du film, on parle les gens de la mer, les gens de la mer, les gens de la mer. C'est des gens, c'est une menace, ils pillent, ils ont aucun respect pour la loi de Zeus, donc de donner l'hospitalité aux personnes qui la demandent et tout.
Et à la fin, on comprend que les gens de la mer, c'est Odyssée et son groupe, et les gens qui font comme eux. Et qu'est-ce qu'ils font comme eux? C'est violer la loi de Zeus. La loi de Zeus, c'est donc de ne pas donner la charité. Et là, pour la première fois, on nous présente le coup qu'il a fait à Troie comme une imbécilité, comme une erreur, comme une méchanceté, comme une violation à la loi de Zeus, parce qu'en fait c'est un cadeau, le truc le plus sacré, le truc qui vient de l'amour, tu fais un cadeau parce que t'aimes quelqu'un, tu fais un cadeau parce que voilà. Ils ont dit que c'était un cadeau, alors qu'on était en pleine guerre, les ennemis ont accepté par respect pour le geste du cadeau, et en fait ce cadeau était empoisonné. Et donc pour lui ça a été le début, un peu comme le conte, vous voyez, comme quand les frères, il y en a un qui tue l'autre, et après c'est comme ça que la mort se répand et tuer les gens se répand entre nous. Mais là, c'est un peu comme ça. C'est comme si c'était le mythe qui commençait et de là, donc tous la bienveillance et les liens qui sont très fragiles entre nous, c'était vraiment dégradé. Donc c'était super de voir en fait cette remise en question de son propre acte et super de dire qu'il finalement il veut pas rentrer dans son foyer et que s'il a pris tant de temps pour rentrer, c'est parce qu'il voulait pas, parce qu'après avoir détruit tant de foyers, et là il remet en question la violence de la guerre. Comment il pouvait aller vivre tranquille et fonder un foyer alors qu'il en a détruit tellement, parce que en rentrant à Troyes, il y a eu des viols, des pillages et tout ça. Donc comment rentrer en fait dans un foyer? Comment fonder un foyer? Et ça nous pose la question de comment dans un monde où il y en a d'autres qui souffrent, on peut avoir des foyers. Après, je pense qu'il faut avoir son foyer, surtout quand on n'est pas directement responsable, mais on peut être un peu responsable. Si par exemple sans le vouloir ou sans faire autrement, on finance les États qui vont aller faire les guerres. Donc, c'est important d'avoir son foyer, mais c'est important de penser à les foyers des autres, parce que comment avoir son foyer si d'autres n'en ont pas? Bref, au revoir, bye. Bon, j'ai fait un peu de place et je suis revenue. Mais ou quelque chose comme ça, ou quand je paye la taxe sur la consommation, donc la TVA, je me dis pas je vais enrichir un État qui va mettre des sous là-bas, tu vois. Mais ça peut être indirect. Après, je pense que c'est pas à nous de nous mettre la responsabilité, parce que c'est pas nous qui allons faire la guerre frontalement, c'est pas nous qui voulons financer, genre on fait pas des donations en mode allez, 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 allez. Mais je pense que ça peut être intelligent pour nous, en tant que citoyens, peuple, majorité finalement, de se dire comment je peux faire pour éviter le plus possible de participer à un truc dans lequel je suis pas d'accord et qui détruirait pas de foyer, parce que c'est réel. Genre, moi je suis pour qu'on doit avoir une sécurité, qu'on doit avoir un foyer. Enfin, je suis une personne qui j'avais l'habitude de me matrixer l'esprit et de me faire du mal en me disant mais comment je peux vivre autant dans l'opulence alors que je vis pas autant dans l'opulence, hein. Je suis pas méga riche, hein, mais je mange à ma faim, hein. Des fois je me fais des petits trucs, genre je me fais pas des caprices, parce que là je suis méchante avec moi-même, mais je me fais des privilèges, c'est-à-dire j'ai le droit d'avoir des smoothies, de m'acheter des trucs genre pas hors de prix, mais quand j'ai envie d'un smoothie, tu vois, je peux aller me le prendre. Quand j'ai envie d'une crème glacée, d'une glace, je peux aller me le prendre. Quand je veux manger du saumon, je peux me le prendre. Quand je veux manger des sushis, je peux me le prendre. Et ça, c'est pas donné dans la France à Macron. C'est pas donné. Genre, c'est quand même une aisance de se dire je ne manque de rien, Dieu merci. Et quand j'ai ça, avant, je me disais ouais, mais pourquoi? Il y en a, ils s'en ont pas. Là, là, là. Et je me suis dit, mais en fait, c'est pas moi le problème. Mon problème, c'est pas mon confort. Le problème, c'est qu'il n'y en a pas. Donc, je vais pas, moi, me priver de confort pour donner à quelqu'un d'autre. Il faut que moi, j'ai un certain confort et que d'autres aient un certain confort. Et qu'on ait le même confort dans l'idéal. Après, je peux comprendre que voilà, des fois, il y en a qui ont un peu plus, un peu plus. Je dis pas, et tu vois, genre des fois, je sais pas, j'ai bien gagné ma vie, j'ai bien fait mes coutures, j'ai bien bossé, j'ai cousu toute la nuit, j'ai un peu de sous, tu vois. Donc, je vais le spray, et quitte à ce que tu aies un commerce, toi aussi, l'argent, ça va un peu vers toi. Et des fois, tu vas gagner plus que moi, et je sais pas, tu vas m'inviter au resto, on va payer le business de quelqu'un d'autre, super. Donc moi, c'est un peu comme ça que je vois l'économie idéale. Après, comme je vous ai dit, on n'est pas sur le paradis. On n'est pas au paradis, on n'est pas dans un moment de paix où tout le monde pense à sa paix et à la paix de l'autre, où personne n'a peur de se faire attaquer parce qu'ils savent que sa paix est en sécurité puisqu'elle est respectée par les autres. Mais c'est comme ça que je vois les choses. Donc je me dis que ce film a raison. Je veux avoir mon confort, je veux avoir mon foyer parce que je me le dois à moi-même en tant qu'être humaine. Mais comment je me le dois à moi-même et comment je et envie de me sentir bien, j'aimerais que les autres aussi aient leur foyer et se sentent bien. Donc je peux pas changer le monde, je peux pas aller tout sauver. Je pense que
enfin, je vais pas faire l'erreur à Ulysse, ça, je vais lâcher prise. Moi aussi, je vais essayer au max de me pardonner, de me rendre heureuse et de planter des graines autant que je peux, vraiment autant que je peux autour de moi. Et je pense que ça, c'est faisable. Surtout si on le fait tous, c'est bien faisable. Je vous invite à le faire. Comme ça va bien marcher. Je vous fais des bisous. Je vous aime fort. Ouh, et on se dit à très bientôt.